Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on se rend au Québec pour rencontrer Valérie Ternucci-Douillard. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, vous avez une maîtrise d'histoire et vous êtes doctorante en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Vos recherches doctorales portent sur les femmes engagées dans la religion juive, dans les courants libéraux et orthodoxes. Vous avez un article à paraître par exemple dans la revue Religiolique qui s'appelle « Le rabbinat féminin au sein du judaïsme libéral en France, de la difficulté à briser le plafond de vitrail », qui rend compte en partie de vos centres d'intérêt, les religions, le féminisme et les genres. Vous êtes d'ailleurs la coordinatrice du chantier des réseaux québécois en études féministes, religion, féminisme et genre, dont Anne Le Tourneau, professeure à l'Université de Montréal, et Marie-André Roy, professeure à l'UQAM, sont co-créatrices et co-responsables. Voilà pour votre biographie, Valérie. Donc, vous allez nous parler d'une série disponible sur Netflix qui s'appelle Au nom de la vengeance. Alors, je vous laisse, comme c'est de tradition dans le podcast, nous présenter et nous faire la série, nous faire le résumé de celle-ci. Merci. Alors, à partir d'une approche féministe, je propose une analyse qualitative et de contenu de la série Au nom de la vengeance, que je vais considérer comme un texte culturel. Pour cela, je vais m'appuyer sur les discours verbaux, les représentations portées par les personnages principaux tout au long de leur parcours narratif respectif. Alors, très rapidement, voici l'intrigue de l'histoire. 5 jeunes femmes qui ont en commun la même tâche de naissance, en forme de poisson, et le même prénom, Juana, s'unissent pour découvrir l'histoire de leurs origines et se vengent de leur père et de leur grand-père, qui sont deux hommes politiques haut placés et malfaisants, toxiques. Les protagonistes principales sont les 5 jeunes femmes, Caridad, la novice, Bautista, la cartomancienne, Mathilda, la chanteuse, Mani, la stripteaseuse, et Valentine, la journaliste. L'antagoniste principal est Simon Marroquin, avocat. Gravite autour d'eux le grand-père Aurelio, la mère des filles Catalina, la mère de Simon et Federico, le fils de Catalina et prétendument de Simon, et enfin les amoureux des filles. C'est une série mexicaine écrite par une femme scénariste, Jimena Romero, et qui s'inspire d'une série colombienne de 1997. Celle-ci avait inspiré d'autres versions sorties en 2004, 2008 et 2018. Et on peut voir Au nom de la vengeance sur la plateforme Netflix depuis octobre 2021. On est donc ici, Valérie, face à une telenovela. On en a déjà évoqué une telenovela qui est assez célèbre, qui s'appelle Esclava Blanca dans le podcast Histoire en série. Je renvoie les auditeurs et les auditrices sur notre site internet histoireensérie.com pour aller trouver le lien vers cette émission. Alors justement, peut-être, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, Valérie, est-ce que vous pourriez nous présenter quelles sont les principales caractéristiques de ces telenovelas telles qu'on retrouve ici dans Au nom de la vengeance? Alors, cette série, effectivement, appartient au genre de la telenovela, qui est un genre populaire, qui se caractérise notamment par différents critères. Je vais en énumérer quelque peu. Le choix des thématiques de prédilection, comme le souligne Lucie Rocher, par exemple, le besoin de reconnaissance et de l'ascension sociale. En effet, les protagonistes aspirent à gravir des échelons pour sortir de la pauvreté et obtenir un statut social élevé, même si la misère est fantasmée plus que réelle. Les représentations sont imaginées, idéalisées. Il n'y a pas de misère qui est exposée. On ne voit pas de bidonvilles, de rues ou d'habitations sales et vétustes. Les modes de vie sont occidentalisés, devenant ainsi une norme à suivre, dont on s'inspire, un but à atteindre. Les thématiques sont toujours en lien avec l'actualité. Elle est illustrée particulièrement et de façon quasi récurrente par la corruption, les drogues et les trafics en tout genre. L'usage du mélodrame pour dépeindre le quotidien, la constance des fins heureuses, l'omniprésence d'histoires d'amour impossibles, de la famille complexe et tourmentée, l'usage répété de représentations stéréotypées en termes de genre, de classe et de race. Et évidemment, comme pour toute série, il y a l'abondance de rebondissements et de suspense pour maintenir l'attention d'un épisode à l'autre, mais ici particulièrement bien léché. Les telenovelas sont conçues pour l'international et sont exportées dans le monde entier, en Europe et en Afrique,
à destination des classes moyennes principalement. Alors, il serait intéressant maintenant, Valérie, de voir ensemble justement quels sont les discours que l'on peut voir dans ces telenovelas. Vous l'avez dit, hein, ça fait partie des séries avec les séries turques, les dizi turques, qui sont les plus exportées dans le monde. On les retrouve un peu partout. Alors, justement, quels sont les discours que l'on retrouve et l'originalité de la série que l'on étudie ici par rapport au discours général qu'il y a dans les telenovelas? Alors, avant d'entrer dans le détail de cette série, je voudrais partager quelques points issus des travaux de Lauretis sur la théorie filmique et ceux de l'Écossais, spécialiste des rapports sociaux du genre dans les séries TV, pour évoquer les fonctions que peuvent avoir les séries, notamment en matière de genre. La première fonction, selon l'Écossais, la série construit et diffuse un savoir social. En effet, comme l'a montré Lauretis, l'appareil cinématographique est un opérateur de genre. La série propose des énoncés que l'on peut voir comme les discours à la façon de Foucault, et en l'occurrence, elles produisent du genre. Donc la série fait le genre, car son discours est performatif. Ce que je veux dire, c'est que la série, en tant que production culturelle, participe à la naturalisation des rapports sociaux de domination. Pour Lauretis et l'Écossais, le discours produit a même un pouvoir d'implantation répétée, surtout dans le cadre des séries, par son fort potentiel d'itération. Deuxième fonction, le savoir social, construit et diffusé par les séries, peut être mis au service de l'État. Pour l'expliquer, j'ai fait une petite excursion au Brésil. Pendant longtemps, au Brésil, comme l'a montré Tuft, les telenovelas ont servi d'outil au service du régime militaire pour créer une identité nationale par le biais de communautés interprétatives. Donc, les productions culturelles, comme les produits audiovisuels, sont un moyen de propagation des discours d'État. Dans un régime autoritaire ou dans un régime même démocratique, où les ondes sont étatiques, ils peuvent donc être un support, des outils de pouvoir pour divulguer tout type de savoir élaboré par l'État. Troisième fonction, la telenovela est en permanence en interaction avec le public. C'est-à-dire que les telenovelas intègrent des éléments de la réalité, mais la fiction parle et produit à son tour du réel. Des études ont montré que le public de telenovelas consomme des produits dérivés, comme les disques, et imite les habitudes des telenovelas. Les spectateurs intègrent des éléments de la série, comme des éléments de langage, des gestes de certains personnages, et même des tenues vestimentaires. Les telenovelas deviennent ainsi des œuvres ouvertes dont l'écriture se fait à chaud, en connexion et prise directe avec l'actualité sociale et politique. Il y a donc un va-et-vient permanent entre fiction et réalité. Ce va-et-vient est créateur à son tour d'une autre réalité après appropriation de ce bien culturel par le public. Les telenovelas sont un accès aux informations et au savoir pour le public, notamment dans le domaine de la sexualité ou des pratiques sexuelles. L'enseignement dans ce domaine se fait peu au sein de la famille et de l'école. Voyons maintenant l'originalité de cette série. Elle s'inscrit dans une nouvelle orientation prise dans les années 90. Le public privilégié, celui des femmes. Tout est conçu en fonction de ce public, l'heure à laquelle elles sont programmées, le format et les thématiques récurrentes du précédemment. De manière générale, le personnage principal est une femme dont on suit l'ascension sociale. Ici, elles sont 5. Son originalité est ce qui m'a donné envie d'en parler. Je ne suis pas une fan de telenovela, c'est même la première fois que j'en regarde une. En la voyant, j'ai été surprise du contenu, ça ne correspondait pas au préjugé que j'avais. Ce qui m'a surpris est sa dimension et son pouvoir pédagogique, voire sa puissance pédagogique, qui mériterait d'ailleurs une enquête sociologique pour en mesurer les effets. Elle bat en brèche les habitudes. Je lui accorde un pouvoir subversif dans la mesure où elle vise un changement social et la remise en question de l'ordre social établi en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, de diversité de genre, de sexualité et d'hétéronormativité. Sont présents à la fois des aspects didactiques pour expliquer, montrer, nommer, faire prendre conscience de l'existence de discrimination et de violences faites aux femmes. C'est un outil qui rend visible ce qui était jusque-là invisible, les rapports sociaux de genre et les rapports de pouvoir et les rapports de pouvoir intrinsèquement liés. La subversion tient en la transformation du discours des savoirs sociaux diffusés. Les caractéristiques habituelles des telenovelas sont mises au service de propos éducatifs et pédagogiques pour lutter contre la violence faite aux femmes. Comme par exemple, c'est dans la famille que se construisent les rapports de pouvoir engendrant de la violence. Or, c'est le cercle privilégié central du telenovela qui est celui de la famille. Cette série montre comment faire et être en famille. Le nouveau message qu'elle se propose de porter est une invitation au changement de paradigme des relations hommes-femmes au Mexique,
incitant ainsi à dépasser ce qui existe. Donc, je disais, sont présents des aspects didactiques, mais aussi des propositions de pratiques de lutte. Un vadémécum de pratiques est délivré pour contribuer à établir des relations saines dans un couple, en famille, entre amis, pour savoir que faire en cas de viol, d'agression. Il y a aussi des propositions de nouvelles masculinités, de sororité. Pour comprendre ces changements, il faut un peu se pencher sur la situation sociale au Mexique. Oui, justement, ça serait intéressant, Valérie, que vous développiez autour de ce qu'est aujourd'hui le Mexique, un pays très très violent par excellence, où justement règne parfois une guerre ouverte entre le pouvoir central et les cartels de la drogue, par exemple. Donc, c'est un pays particulier, un pays aussi où, par exemple, on sait que les féminicides sont très élevés. Oui, donc le Mexique est un pays conservateur dans lequel la religion catholique a encore beaucoup d'influence. Cette influence entraîne des conséquences directes sur les droits des femmes. Une étude, celle de Monroy Garcia, fait état justement des droits des femmes bafoués. Et le fait social qui l'illustre le plus est, comme vous l'avez dit, le féminicide. Le concept est contextualisé et prend tout son sens face à la hausse du nombre de meurtres au Mexique à Ciudad Juárez. Entre 1993 et 2011, des meurtres de femmes et des disparitions ont lieu en grand nombre, on estime à 1300 mortes, sans que ceux-ci et celles-ci soient élucidés. Ils s'inscrivent toutefois dans la limite de violence liée à l'ordre mafieux bien établi dans cette région frontalière avec les États-Unis, où l'État parallèle mafieux et l'État mexicain et états-unien sont plus ou moins abrités via les Miqueladoras, ces usines d'assemblage à bas coût, filiales de firmes étrangères. De nos jours, 10 femmes meurent de mort violente par jour. Selon la direction des études sociétales sur la position et le statut des femmes et de l'équité de genre de la Chambre des députés mexicaine, le nombre de féminicides a augmenté de 137,1% entre 2015 et 2022 par rapport à des périodes antérieures d'une durée similaire. Ces meurtres, qui n'ont pas tous été déclarés féminicides, sont quasiment impunis. Ils concernent essentiellement les femmes indigènes. Pour la directrice de l'Observatoire citoyen national du féminicide, Maria de la Luz Estrada, les raisons en sont l'incompétence des institutions, voire l'impunité, le manque de moyens et la forte présence de préjugés machistes. Elle estime que la structure sociale machiste et misogyne établit une hiérarchie citoyenne entre les hommes et les femmes, une inégalité de genre qui se nourrit de la reproduction d'un modèle de dévaluation et de soumission des femmes. Ce modèle se transmet à l'école, à l'église et à travers des manifestations de la culture populaire, comme les télénovelas. L'ONCF va plus loin car il estime que le féminicide du Mexique relève de la responsabilité étatique. Et pour Marcela Lagarde, anthropologue et théoricienne féministe mexicaine, le féminicide est une violation des droits humains des femmes. Le féminicide devient ainsi une catégorie politique. Alors justement, c'est intéressant votre dernière parole par rapport à la politique parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, l'État est parfois en difficulté au Mexique et quelle est sa réponse justement par rapport à ces féminicides-là? L'État a posé des actes déjà, comme la création en 2001 d'un Institut national des femmes, comme le vote en 2003 d'une loi fédérale pour prévenir et éliminer toute discrimination relative à la condition des femmes, notamment des femmes enceintes, et depuis 2006-2007, le vote d'une loi générale favorisant l'accès des femmes à une vie sans violence est en vigueur. Mais comme souvent, ces lois montrent surtout la gravité et l'ampleur du problème et elles ne les résolvent pas. Souvenez-vous, nous avons parlé tout à l'heure de la corruption et de l'impunité qui épargne les hommes. Alors, il y a eu des avancées notables en matière de loi sur l'avortement. C'est une question cruciale car c'est devenu un véritable problème social et sanitaire. En septembre 2021, la Cour suprême a jugé inconstitutionnels les articles du Code pénal d'un État qui punissaient les femmes qui se font avorter. Alors, certes, ces arrêts font jurisprudence et signifient que toute femme qui avorte peut faire appel à un juge quand elle est poursuivie et condamnée à des peines de prison, par exemple. Ça ne légalise pas l'avortement, mais cela revient à le dépénaliser dans tout le pays. Effectivement, avant ce jugement, l'avortement était dépénalisé que dans 4 États sur 32. Alors, on l'a parlé tout à l'heure hein, de votre spécialité, Valérie, qui était le regard féministe, hein, voire ici transféministe. Ça serait bien que vous nous en parliez, peut-être comment cette série montre cela. Et c'est vrai, peut-être pour commencer, se dire que finalement les séries, quelquefois, hein, participent d'ailleurs à cette émancipation féminine. Oui,
On peut dire que les séries participent à l'émancipation des femmes. La philosophe française Sandra Logier, qui a écrit sur les séries, nous dit que ce genre télévisuel dévalorisé fait la part belle aux femmes pour plusieurs raisons. Sans doute parce que le support de la TV est un élément du décor domestique qui est encore le domaine d'évolution des femmes à travers les tâches domestiques, puis parce que les thématiques tournent autour des enjeux familiaux à la vie privée. Le profil des femmes privilégiées est celui d'héroïnes plutôt intelligentes, qui ont de l'ambition, qui ont une carrière professionnelle et qui conduisent leur vie sans attendre le prince charmant. Les personnages sont plus complexes et ne correspondent pas tout le temps à une image attendue, idyllique ou dite féminine. Par exemple, elles peuvent être méchantes, égoïstes, carriéristes. Elles contribuent à l'émancipation des femmes car elles subvertissent les normes patriarcales en ne mettant pas en avant le mariage inéluctable dans un esprit de procréation. Les séries font état de solidarité de genre à travers les générations ou les origines, comme par exemple les sororités, pour se venger de la domination masculine, se défendre tout ensemble contre l'ennemi. On a évoqué tout à l'heure cette question du transféminisme. Est-ce que vous pourriez développer ce qu'est ce concept et en quoi on peut le voir dans cette série? Alors, effectivement, dans cette série, le regard sur les femmes va un petit peu plus loin. Il englobe les questions de genre et d'identité du genre. Notamment, notre série porte un regard transféministe. Alors, le transféminisme est un terme d'abord apparu aux États-Unis dans les années 1990. Il a été utilisé par des féministes trans qui ont voulu répondre aux féministes radicales opposées aux femmes trans, car elles étaient vues comme des hommes infiltrés pour saboter les efforts féministes. Dans le milieu francophone, la première à utiliser ce terme a été une journaliste, et son intégration dans le milieu académique francophone a été le fait d'Alexandre Barry en 2009, avec un texte sur les hommes trans et les privilèges masculins. Depuis les années 2010, cette notion explose un peu partout. Le transféminisme se veut une combinaison des approches féministes et trans dans la transdisciplinarité. Il permet de mettre l'accent sur le caractère cis-centré du féminisme. Nous pouvons faire appel à cette notion car un des protagonistes de la série est un homme trans qui est la mère biologique d'une des 5 Royana. Son histoire et ses actions en font un transféministe. On en arrive maintenant, Valérie, à une partie peut-être un peu plus thématique de cette émission, c'est-à-dire essayer de voir comment cette série, au nom de la vengeance, disponible sur Netflix, dénonce de nombreux aspects de la société et de la société mexicaine en particulier, mais aussi, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et montre aussi que vous avez commencé à l'évoquer, les séries sont un vecteur de progrès pour une société, puisqu'on va le voir, elle fait aussi des propositions. Alors peut-être pour commencer tout d'abord par les dénonciations, qu'est-ce qu'on peut en dire justement, toujours pour continuer sur cette thématique-là, on parlait des féminicides, c'est l'objet essentiel. C'est la première dénonciation, c'est les violences faites aux femmes. Oui, les agressions sexuelles, les viols, l'avortement et la traite humaine sont des violences dénoncées dans cette série. Les agressions sexuelles sont illustrées par exemple à travers le personnage de Simon. C'est un homme toxique qui a besoin de soumettre les femmes en toutes circonstances et en jouit, c'est un pervers. Les viols. Quasiment toutes les femmes protagonistes de la série en ont subi. La chanteuse Mathilda l'a été par un homme alcoolique qu'elle tue dans un contexte de légitime défense. La cartomancienne Bautista l'a été par un inconnu dans la rue. Elle n'en dit rien car elle sait que l'on va l'accuser en prétextant qu'elle n'était pas habillée correctement. Dans ce cas-ci, on avertit le public que l'on peut oublier des traumatismes car le personnage traumatisé a du mal à s'en souvenir et cela revient par des flashs qui prennent petit à petit sens. La pénalisation de l'avortement est évoquée également. Des allusions à l'avortement sont faites en prenant l'exemple du cas de femmes qui y sont obligées. On amène le spectateur ou la spectatrice à se poser la question, est-ce un délit ou sont-elles obligées par les hommes? Alors Valérie, c'est vrai que la question des violences est ici essentielle, c'est dans ces dénonciations, mais il y a aussi une deuxième dénonciation qui est importante dans cette société mexicaine, c'est la question des rapports de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui tente à évoluer, vous l'avez dit, une société très patriarcale qui petit à petit laisse de plus en plus de place aux femmes, et ça, les séries sont en avant-garde de ça. Alors, les rapports de pouvoir qui sont dénoncés dans cette série, il y a par exemple les rapports d'inégalité entre les hommes et les femmes. On le voit dans le personnage de Catalina, l'épouse de Simon. Elle est dépressive à la façon des Desperate Housewives, inactive et dépendante d'un mari en position dominante. Elle sombre dans l'alcool.
On le voit aussi à travers les positions subalternes des mères et filles par rapport à Simon Maroquine. La série souligne l'abus de pouvoir des hommes dominants qui les exploitent et profitent d'elles sexuellement. C'est le cas pour Dominga, une chanteuse rencontrée par hasard, à qui il promet la présentation d'un agent, il abuse d'elle. Ou encore Rosa, une comptable employée par Simon qui ne peut se refuser à son patron de peur de perdre son emploi. Un autre rapport d'inégalité est mis en avant avec le personnage de domestique de la famille marocaine. C'est une domination économique et sociale. La domesticité incarnée par une femme indigène, c'est elle qui prend soin des membres de la famille. On a affaire ici à une double oppression de classe et de race. La série adopte ici un regard intersectionnel, ce terme qui désigne la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Un autre rapport de domination homme-femme d'un point de vue social, religieuse, le care et les institutions médicales sont également évoqués. Ces rapports de domination homme-femme se reflètent dans la société. Simon est un avocat qui brigue le ministère de la Justice. On entend dire, au moment d'actes violents avec une femme, qu'il ne craint pas la police car elle est corrompue. La série pointe le clientélisme. Par exemple, Alice, la mère de la novice qui est à l'hôpital, fait l'objet d'essais cliniques sans que personne n'en soit averti en vue d'une plus grande soumission. Le rapport de domination de la religion catholique sur le corps des femmes est évoqué à travers le personnage de la novice Caridad, que l'on voit partir à la découverte de son corps sous son habit de religieuse. La religion catholique est montrée comme un substitut nécessaire pour supporter l'insupportable. Elle devient un agent de domination car elle suggère de ne pas s'allier contre la domination. Voilà ce que dit la novice. J'ai beaucoup prié ces 2 derniers jours, j'ai demandé à Dieu de me donner la force d'accepter les choses et d'être plus humble. La résistance et l'opposition sont montrées comme un péché d'orgueil. Alors Valérie, moi il y a quelque chose que je trouve quand même intéressant à voir dans ces séries-là. Vous l'avez dit, hein, société souvent très patriarcale, marquée par une empreinte très essentielle de la religion, où l'homme a été au cœur de la vie pendant des années. Et pourtant, cette série, elle va dénoncer ces violences qui se font souvent dans le cadre infrafamilial, c'est-à-dire vraiment les violences conjugales. C'est ce qui est au cœur de cette série. Et ça, c'est ce qui la rend intéressante parce qu'on voit que le discours change dans ces pays d'Amérique du Sud notamment. Effectivement, la dénonciation des violences conjugales est la plus importante de cette série. Elle est illustrée par l'histoire du couple que forme Mathilda, la chanteuse, et son petit ami Pocho. On voit la montée en violence graduelle dans une relation toxique. L'homme est d'abord serviable et gentil, puis devient jaloux, possessif. Il exerce une emprise sur la chanteuse qui ne peut plus rien faire sans son aval, qui la sépare de sa famille. On comprend que Mathilda n'y croit pas à la toxicité de sa relation, au début aveuglée qu'elle est par l'amour. Elle dit « Il ne me fait aucun mal, il est fou de moi ». La relation toxique monte en intensité de façon progressive. Il y a d'abord emprise psychologique, puis menace et violence physique. Son gars considère que le mariage l'a transformé en objet, car elle est devenue une propriété privée, une exclusivité. À ce titre, il l'oblige à des relations sexuelles. Dans cette série, les femmes sont clairement et à plusieurs reprises représentées comme des victimes. Les violences conjugales sont souvent l'œuvre, on l'a dit, de personnes, d'hommes hein, qui ont un caractère très très fort et qui souvent aussi sont très machistes hein, et ont été encouragés par ça, par la société. D'ailleurs, au Mexique et dans les autres pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors justement, on voit aussi dans cette série qu'il y a une dénonciation de ce que vous avez appelé, à juste titre à mon avis, ces masculinités toxiques. Oui, 3 hommes incarnent cette masculinité toxique particulièrement, Aurelio, Simone et Pocho. Le cas le plus emblématique est celui de Simone, c'est l'antagoniste le plus important de la série. Il incarne tous les outils de pouvoir, toutes les formes de domination. Il est l'incarnation du mal. Aurelio, le grand-père, le patriarche, est le symbole de l'hégémonie patriarcale. On montre quels sont les rouages qui glorifient la puissance virile, dominatrice et forte. A contrario, les hommes alliés des femmes sont désignés comme des hommes faibles. Alors, on évoquait tout à l'heure ensemble cette idée que les deux thématiques essentielles de la série, c'était à la fois le côté dénonciation, on vient de le montrer avec les masculinités toxiques, les violences conjugales par exemple, mais vous dites à juste titre aussi que d'ailleurs c'est le rôle de certains réalisateurs, que ce soit de films ou de séries, que de montrer finalement, que de proposer, de faire évoluer la société. Et ça c'est très intéressant là-dessus. Alors justement, si on revient sur ces propositions que l'on voit dans cette série, qu'est-ce qu'on peut en dire
dire, par exemple, on voit qu'il y a des choses autour de l'empowerment et de l'agentivité qui sont essentielles ici. Oui, donc parmi les principales propositions, c'est promouvoir l'agentivité des femmes ou ce que je pourrais dire empouvoirment, qui est une mauvaise traduction de empowerment. Face à ces rapports de pouvoir inégalitaires et systémiques, face à ces masculinités toxiques, les femmes s'émancipent, se rebellent, luttent. Chaque démonstration est une illustration, par exemple, de ce qui peut être fait par n'importe quelle femme. Caridad s'émancipe de la religion en découvrant son corps. L'amour humain est charnel. Les femmes revendiquent de pouvoir se défendre elles-mêmes sans avoir besoin d'un homme pour cela. Valentina tente de mettre la justice dans le coup et de transformer la vengeance en justice. Mani a le pouvoir de dire non à des hommes dans le cadre de son travail s'ils se conduisent trop mal. À travers le personnage de Mani, d'ailleurs, les femmes sont représentées comme les instigatrices de leur propre sexualisation, se soumettant au regard masculin, à leurs conditions et pour leur intérêt personnel et non plus ceux des hommes. Les personnages féminins se servent des opportunités qui s'offrent à elles, sans se plier pour autant aux exigences patriarcales pour faire advenir ces opportunités. Alors, il y a aussi une autre solution proposée par cette série, c'est la question de la sororité. Et c'est vrai que c'est très intéressant là-dessus parce que on a ici la mise en avant d'une vraie solidarité féminine, on va dire. Oui, d'ailleurs, la vengeance des glisseurs est basée sur la solidarité. Elles font tout ensemble et elles ont besoin des unes et des autres. Les liens sont mis en valeur par le fait d'avoir le même prénom, la même page de naissance, les mêmes pères, les mêmes origines de naissance. Elles sont le fruit d'un abus. La solidarité féminine dépasse leur cercle même. Elle est familiale et omniprésente. Une tante proche, une grand-mère proche. Même la domestique indigène est solidaire et vient en aide à celles qui sont victimes des hommes, comme elle finalement. Donc finalement, si on vous suit, hein, on a commencé à le comprendre dans les dénonciations, donc en miroir, elles se font les propositions. Valérie, il y a quand même une certaine idée de remise en question de nombreux stéréotypes de genre dans la série. Ça, c'est très nouveau et c'est très intéressant de voir ça dans des pays, vous l'avez dit, très très machistes comme ceux d'Amérique centrale ou du Sud. Voilà, donc ici dans cette série, on va casser l'image traditionnelle des femmes. Les caractères des personnages féminins ne sont pas tous idéalisés. Un cas sort du lot, c'est celui de Manu, qui est individualiste, intéressé par l'argent, qui use des mêmes moyens que les hommes pour aboutir à ses fins, comme le chantage. Manu prône la self-défense avec ses propres armes. Elle a adopté des comportements plutôt attribués aux hommes. Aussi, la femme méchante, comme symbole d'indépendance, joue un rôle réservé habituellement aux hommes. La multiplicité des personnages féminins au sein d'une telenovela permet aux femmes de s'identifier à plusieurs identités afin de construire la sienne. On casse l'image du mariage. Le mariage est remis en question. Mathilde a dit à Pocho, je n'ai pas besoin d'avoir une bague à mon doigt. On casse l'image de la femme mère. Dans le cadre de la maternité, la série ose dire que l'instinct maternel n'est pas inné. C'est Daniel qui avoue ne pas l'avoir eu et qui est parti en laissant sa fille. On expose une remise en question de la maternité hégémonique comme une expérience sociale ancrée dans le sens commun, façonnant l'identité maternelle. On casse l'image de la femme dépendante d'un homme financièrement. Valentina, par exemple, au restaurant, paye sa note. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, hein, je pense qu'on peut voir cette idée aussi de mettre en avant de nouvelles identités sexuelles ou de genre, hein, quand on parlait par exemple de transféminisme tout à l'heure, ça aussi, c'est relativement nouveau dans le monde d'Amérique du Sud. Oui, on visibilise la diversité sexuelle et de genre. L'homosexualité est banalisée. Daniel annonce son homosexualité en toute sérénité et cela ne provoque pas de choc. On va même plus loin, quand Daniel se dévêt et montre les traces de la mastectomie, on n'hésite pas non plus à parler de lesbianisme. La transidentité et le choix des opérations nécessaires au changement d'assignation sexuelle et de genre est évoqué, et là encore, en toute quiétude, et fait entrer dans le quotidien ces questions étrangères aux débats sociétaux. Claudio, l'ami de Daniel, est un homme noir. La série croise tout type de diversité. Vous avez aussi cette idée, hein, de nouvelle masculinité, on peut dire, de nouvelle vision de l'homme qui se détache de la vision traditionnelle dans la série. Oui, on propose une nouvelle masculinité qui consisterait à faire en sorte que des hommes deviennent des alliés des femmes. La série montre ce que pourrait être une autre masculinité, sans rapport de sexe et de pouvoir avec les femmes. Elle donne à penser, elle montre un autre possible.
Lorenzo, Federico, Ignacio, le frère de Simon, Camille, Daniel sont les antithèses de Simone et Pocho. Federico soutient et protège sa mère, il fait à manger, il n'exige pas d'avoir de relations sexuelles dès le premier rendez-vous, c'est un romantique. Camille, le chauffeur du procureur, aide Manu. Daniel rencontre des comportements d'homme toxique à Mathilda, il la met en garde, il l'encourage à la non-violence. La violence est loin d'être une solution à tout, dit-il. Lorenzo, en tant que policier, est un soutien pour les femmes car il débusque un trafic de traite humaine. Ce sont des hommes qui n'ont pas recours à la violence, vu par eux comme un élément de faiblesse. Alors souvent, dans les telenovelas, on voit que le monde qui est mis en avant, c'est un monde qui est relativement imparfait, hein, qui montre une certaine catégorie, justement, uniquement d'ailleurs de la société. Et ça fait partie des limites de la série, parce qu'il y en a plusieurs, et j'aimerais maintenant que vous les évoquiez. Oui, donc elle se veut progressiste, mais elle est quand même confrontée à ses propres limites. Elle offre une vision essentialiste des sexes et des genres, par exemple, dans le choix des métiers, et même dans le choix du personnage transgenre qui passe d'une notoriété sexuelle à une autre. En cela, les clichés de la telenovela sont bien respectés. La situation sociale vécue au Mexique ne se reflète pas dans la série. Les personnages sont blancs, issus de la classe moyenne, supérieure et oligarchique. Quand on dit que les telenovelas s'appuient sur l'actualité, on pourrait penser que s'appuyer sur les questions de genre est un effet de mode. L'intersectionnalité est seulement suggérée. Les cas des autochtones, le classisme sont survolés, mais rien sur l'agisme ou le capacitisme. Les corps sont encore très sexualisés, même celui de la novice que l'on aperçoit par transparence. Il faut que la série attire les spectateurs, donc les critères de beauté sont encore occidentalisés. L'usage du cliché pour définir les caractères des personnages, hommes ou femmes, sont encore bien présents, mais avec tentative de montrer des sexes et des genres différemment. On en arrive maintenant au bout de cette émission sur la telenovela Au nom de la vengeance, et j'aurais aimé que vous nous disiez justement qu'est-ce que nos auditeurs doivent en retenir de cette telenovela, quelle image on doit en avoir, parce que vous l'avez dit, hein, à la fois elle retrouve certains clichés de ce genre, mais elle essaye d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'on doit en retenir finalement, Valérie? Je ferai un parallèle avec un événement qui s'est passé aux États-Unis au moment de l'élection du président Obama, donc le premier président noir aux États-Unis. Des journalistes et des commentateurs se sont demandé s'il le serait devenu sans la série 24 heures chrono. Ici, la fiction a précédé le réel. J'aime à croire que dans le domaine des relations plus saines entre les femmes et les hommes, au Mexique et ailleurs, la fiction précédera le réel et contribuera au projet d'un monde plus égalitaire. Merci beaucoup Valérie pour tout ce qu'on a vu sur cette telenovela. C'est très intéressant parce que c'est un genre qui est très diffusé, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de choses à dire dessus et pourtant, on n'en a pas encore beaucoup parlé dans Histoire en série. Et vous venez un petit peu, au début de cette 4e saison déjà du podcast, combler en partie cet angle mort. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve, hein, comme à chaque intervenante, sur la page de l'émission, sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, je sais que vous le faites, Valérie, et j'ai incité les autres à le faire d'ailleurs. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter ou sur notre groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette telenovela. Et puis, j'espère, Valérie, à bientôt pour une nouvelle émission. Mais je vous remercie beaucoup, ça m'a fait très plaisir et je trouve que c'est très enthousiasmant et très enrichissant ce que vous faites. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. You're the girls to live.
love a lot just to